aujourd'hui, on va vous parler de la rétrospective et le rapport qu'on a avec l'erreur. Alors, on ne va pas vous parler de comment faire une rétrospective. Par contre, on va vous donner des billes, des pistes pour essayer de déconstruire cette relation qu'on peut avoir en entreprise avec l'erreur et peut-être potentiellement vous aider avec vos équipes à revoir cette relation qu'on peut avoir avec l'erreur. Alors, Emeline, qui est coach agile et produit, et donc qui habite à Biarritz, et elle est surfeuse du dimanche. Merci Navid. Navid, juste ici, coach agile. C'est un grand storyteller et contrairement à ce que sa photo pourrait laisser penser, il est très drôle, mais il sourit de l'intérieur. Très bien. On fait tous les deux partie de la tribu Empower chez Octo, qui est une tribu qui a pour but de promouvoir le coaching. Donc voilà, donc tous ces sujets-là, c'est des trucs d'actualité qu'on a l'habitude de traiter au sein de nos tribus. Et aujourd'hui, on voulait vous partager un petit peu un sujet que tout le monde traite, le rapport à l'erreur en entreprise. Eh bien, pour démarrer, vous avez vu qu'on a le meilleur créneau de l'après-midi. Donc, on va vous proposer un certain nombre de choses. Avec Emeline, on va vous faire des propositions. Chaque fois que vous entendez la phrase, si vous êtes OK avec, vous tapez une fois dans la main. Je démarre. Qui a pris un café? Qui a pris 2 cafés? Qui a pris 3 cafés? OK. Qui a déjà eu une rétro ratée? Qui a déjà eu une rétro où tout le monde dormait? Ça tombe bien, David. Toi qui avais envie de raconter une histoire. Eh ben, je crois qu'ils sont prêts pour la sieste. Allez, c'est parti. Pour l'histoire, en fait, je vais vous demander de faire un saut dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous sommes en 1991. Et en 1991, nous avons déjà dépassé la limite des 100 mètres en moins de 10 secondes. Nous avons déjà brisé la barrière du son et nous avons déjà mis un pied sur la Lune. Et là, l'humanité, elle a la tête tournée vers les étoiles. Et elle se pose la question suivante. Y a-t-il dans l'univers d'autres étoiles dotées d'un système planétaire comme le système solaire? Autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres planètes dans l'univers? Est-ce qu'il y a d'autres planètes habitables dans l'univers? Et surtout, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et là-dessus arrive André Lynn, un astrophysicien britannique, en 1991, donc il publie ses recherches, et il va faire une découverte, et ses recherches disent qu'il a découvert une planète qui orbite autour d'une étoile, la PSR 182910. Donc c'est une étoile pulsar. Et donc la découverte est formidable, elle fait le tour de la planète. Et il est invité par la prestigieuse American Astronomical Society pour faire un speech le 15 janvier 1992, donc juste l'année suivante. Juste le problème, c'est que quelques jours avant, à peine une semaine avant, il y a une nouvelle qui tombe et Andrew Lynn arrive à sa conférence avec cette nouvelle sous le bras. Donc il se présente devant un parterre de journalistes, d'astrophysiciens, de scientifiques et il fait une déclaration. Mesdames et messieurs, je me suis planté, I'm sorry, la planète n'existe pas. Alors là, silence dans la salle, comme ici. On entend les crépitements des flèches, des personnes qui prennent des photos, et progressivement, quelques applaudissements, puis quelques autres, un torrent d'applaudissements et une standing ovation pour Andrew Lynn. Vous voyez ce que c'est qu'un standing ovation? Vous voulez nous la montrer un peu ce que ça ressemble? Non, Allez. Un standing ovation pour... Merci beaucoup. Emeline, je crois que c'est bon. C'est bon. On a le standing On les a ovation. réveillés. Bon. Donc,
il a droit à ce standing ovation. La question c'est pourquoi est-ce qu'il a droit à un standing ovation? Cette question, je vous propose qu'on se la garde sous le coude et on y répondra petit à petit. Et puis, à la fin, je vous donnerai pour la réponse. Ensemble, on verra pourquoi il a droit à un standing ovation. Et avant ça, moi, je vais vous parler un petit peu donc, de la rétro. Puisque la rétro, c'est un outil qu'on connaît tous, qu'on utilise souvent, voire tout le temps avec nos équipes. Et pour revenir un petit peu aux bases du Scrum Guide, la rétro, elle sert à réfléchir à des pistes pour améliorer, à inspecter le déroulement du sprint pour voir ce qui s'est passé avec les interactions, les processus, les outils, la donne, etc. Mais elle sert essentiellement à discuter de ce qui s'est bien passé et des problèmes qui sont rencontrés lors des sprints. En effet, on peut observer en fait dans une rétro la différence entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a réalisé. Et souvent, les équipes, quand elles ne réalisent pas ce qu'elles ont prévu, typiquement, je ne sais pas, un PO, enfin une équipe qui s'était engagée sur une livraison de fonctionnalités, et à la fin du sprint, patatrac, rien n'a été livré. Parce que les US n'étaient pas testés et qu'on ne peut pas livrer. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas de CI/CD, donc bref, pas d'intégration continue, les livraisons ne sont pas souvent, donc rien n'a été livré. Et là, l'équipe peut le percevoir comme un échec. À côté de ça, on peut avoir ce qu'on peut appeler des erreurs, c'est-à-dire on a partiellement atteint notre objectif de sprint, mais pas totalement. Ok, l'équipe a livré la fonctionnalité, par contre, il y a énormément de bugs en prod et tous les utilisateurs ou le métier viennent nous voir en nous disant « Aïe, aïe, c'est quoi ce que vous nous avez livré? Ça va pas du tout ». Et on a aussi le troisième cas, l'amélioration. On a tout défoncé en sprints et malheureusement, il y a encore des trucs à améliorer. Par exemple, on l'a fait dans la douleur. On l'a fait dans la douleur parce que les équipes ont été stressées, elles se sont super fatiguées à la fin du sprint. Donc là, l'idée, ça va être de voir ce qu'on peut améliorer pour justement faire encore mieux la prochaine fois et éviter de le faire dans la douleur. Pourquoi souvent on ne va pas au fond des choses en rétro? On a pu voir avec la gamification, etc., sur les ateliers, beaucoup de formats qui sont arrivés, donc qui sont cités ici. Et parfois, on ne va pas forcément au fond des choses avec ces formats. Je ne sais pas si dans la salle, à main levée, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous arrivez en rétro et que vous savez qu'il s'est passé des trucs qui ont bloqué l'équipe, qui ont tendu l'équipe et qui n'ont pas été abordés en rétro. Bien, très bien. 1, 2, Ben oui, justement, c'est ça le problème, c'est que parfois en rétro, on n'aborde pas tout le temps les vrais problèmes, les vrais sujets. Et la question, David, que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi en fait parfois en rétro, on ne va pas au fond des choses? Eh bien, à mon avis, c'est lié à notre rapport à l'erreur. Comment est-ce que nous voyons l'erreur? Des erreurs, moi j'en fais plein, vous en faites aussi, on en fait tous, on en a fait plein jusqu'à présent, et la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à en faire des erreurs. D'accord? Et on fait tout ça tellement bien que dans notre langage, on a plein d'expressions par rapport à l'erreur. Et il y en a une que moi j'aime particulièrement, c'est la zapette qui ne marche pas, hop, c'est l'erreur est humaine. Et en fait, cette expression, à la fois je l'aime bien, et c'est l'expression la plus mal comprise et la plus mal utilisée. En fait, on dit l'erreur est humaine comme si on disait oui, l'erreur c'est produit, c'est humain de faire des erreurs. Quelqu'un a fait l'erreur, il faut l'excuser, voilà, il a fait une erreur, c'est humain. En fait, c'est tout le contraire. Faire des erreurs, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et je vais vous montrer une compétence qu'on acquiert dès le plus jeune âge, et on l'acquiert en faisant plein d'erreurs. Les études disent qu'un enfant tombe plus de 2000 fois avant d'apprendre à marcher. D'accord? Qui a déjà vu un enfant faire son premier pas? Hein? Merci. Et donc, c'est littéralement magique. Et je vous invite à imaginer la scène. On vous aide un peu avec l'image là. Tu as le papa d'un côté qui le tient, qui l'aide, et la maman en face qui est là prêt à l'accueillir. Donc, d'un côté, on a l'aide, et de l'autre côté, on a l'invitation. D'un côté,
on a l'encouragement, de l'autre côté, on a l'incitation. D'accord ? D'un côté, vous avez quelqu'un qui va venir soutenir et de l'autre côté, quelqu'un qui va venir motiver la personne, en fait l'enfant. Et là, il fait son premier pas. Vraiment, la scène, elle est magique, les parents sont émerveillés. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle, en fait, le cercle de confiance. Parce que, parce qu'en fait, on est vraiment dans un cadre où l'enfant est aidé et les parents ne sont pas là pour lui reprocher. Si jamais, et vous voyez des fois dans les jardins ou dans la rue, un enfant qui essaye de marcher, fait ses premiers pas, si jamais il tombe, personne ne lui dit « t'as fait une erreur ». Je suis sûr, jamais ça vous est arrivé, même à l'esprit. On dira oui, il est tombé, mais on ne dit pas qu'il a fait une erreur. D'accord ? Et les parents, si jamais il tombe, en fait, l'enfant va être soutenu, il va être supporté, il va être encouragé, mais jamais on viendra lui reprocher le fait qu'il soit tombé. Jusqu'à là, tout va bien. Et en fait, l'autre compétence, c'est apprendre à parler. Alors, hier, on était dans le train, là, derrière nous, il y avait une famille. Et donc, il y avait 2 enfants, un enfant qui devait avoir dans 1 an et demi, 2 ans, et la maman qui lui apprenait à dire le mot « papa ». Et ça donnait ça, « pa, papa, papa ». Et personne, tout comme vous, personne ne riait, personne ne disait « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» D'accord ? Parce que c'est normal, c'est naturel qu'on apprenne à l'enfant à parler comme ça, qu'on lui répète, qu'on rentre même dans son jeu de bégaiement. Et s'il dit des fois des mots un peu à sa manière, il les dit mal, en fait on rentre dans son jeu pour le ramener vers le vrai mot. Tout ça, ça c'est très bien. On acquiert 2 compétences, donc apprendre à marcher et apprendre à parler en étant dans cette sphère de confiance et de sécurité. Voilà, après les choses commencent à se gâter un peu. On arrive à l'école. Et à l'école, en fait, l'erreur devient un instrument de mesure. Quand on fait une erreur, en fait c'est noté. C'est souligné, c'est corrigé par rouge, croix, etc. L'erreur va permettre de dire si un enfant est en train de progresser ou est-ce qu'il est nul. Et en fait, le prof va même, si vous êtes allé, je ne vous pose pas la question, est-ce que vous avez déjà assisté à des réunions de parents ? Vous allez tous taper dans les doigts, dans la main, très bien. Et donc, oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une réunion de parents ? C'est, oh, vous savez, votre enfant en histoire et en art plastique, il est très bien. Par contre, en maths, il est un peu faible. Et vous entendez ce mot très souvent. Et en fait, le raccourci est assez rapidement fait. Erreur égale faiblesse. OK ? Et ça, depuis l'école primaire jusqu'en maîtrise, si jamais tu es faible en maths ou tu n'es pas bon en maths, tu fais des erreurs, tu es faible. OK ? Maths, c'est parce que c'était mon cas, hein, ça peut être autre chose, ça peut être physique, chimie, ça peut être le français, etc. Du coup, avec ça, il sort avec son diplôme, il arrive pour passer un entretien d'embauche, et la question qu'on lui pose, c'est quels sont vos points faibles et vos points forts ? Qui a répondu aux points faibles déjà ? Des vrais points faibles. Non, pas cette fois-ci. Qui a répondu à des vrais points faibles ? En fait, en général, c'est mon point faible, c'est j'aime bien manger du chocolat. Ça, c'est mon voilà. Ça c'est mon weakness. Mais personne ne dit le vrai point faible, parce qu'on lui a fait comprendre qu'en fait, ton point faible, dire les points faibles, en fait, c'est rapport à l'erreur, donc rapport à l'erreur, faiblesse. Et ça, on traîne ça pendant toute la carrière. Moi, j'ai déjà vu des personnes de niveau qui sont directeurs, general manager, pendant 1 an, ne rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est vraiment ne rien faire, parce que si jamais ils font une erreur, et en fait, ça sera noté dans leur dossier, et la promotion, dossier entaché, promotion compromis. D'accord ? Donc du coup, en fait, dans ces conditions-là, maintenant imaginez-vous, vous arrivez dans une rétrospective où vous posez la question aux gens, voilà les gars, on vient de faire un sprint, et finalement, où est-ce qu'on s'est trompé ? Et vous attendez à ce que les gens vous disent, oui, mais moi j'ai fait une erreur. Personne ne vous dit ça. Personne ne vous dit la vraie erreur. En fait, vous allez avoir des retours très superficiels. Oui, il faudrait améliorer ça, les environnements ne sont pas bons, j'ai pas eu les données en temps et en heure pour compléter les US, etc. Mais les vraies erreurs que les personnes font, personne ne le dit et on ne peut jamais finalement les corriger.
Et en fait, ça c'est le problème du fait qu'en fait, on a un rapport à l'erreur qui est très très bizarre. Comment est-ce que, Emeline, on peut se débarrasser de cette relation qu'on a avec l'erreur? Eh bien, justement, nous, on voulait vous proposer aujourd'hui comment, localement, parce que changer la culture d'une entreprise, ça peut être compliqué, mais au moins, comment localement, avec vos équipes ou vous-même, vous pouvez tenter de prendre de la distance avec vos erreurs. Et la première étape, ça va être de se dissocier de son erreur. Ça peut paraître simple, mais parfois, c'est compliqué, en fait. C'est un vrai travail introspectif où vous allez pouvoir aussi amener l'équipe à le faire. Ça va vraiment être de prendre la distance entre le moi, le nous passé, qui appartient à un contexte, à des informations dont la personne avait en temps donné, et un objectif bien précis qui est complètement différent du moi présent dans lequel on va, par exemple, être en rétrospective et sur lequel on va revenir. L'idée, c'est vraiment de discuter avec son erreur et de se dire « je ne suis pas… » T'as plus de batterie. « Je ne suis pas mon erreur » et d'être transparent avec soi-même. La deuxième étape, ça va être d'analyser cette erreur. Souvent, on se dit « ok, on a fait des erreurs », mais on ne rentre pas vraiment dans le concret. Et on passe à côté en fait, de la vraie root cause et justement soigner en fait, cette erreur. Et donc là, l'idée, ça va être de discuter avec son erreur et prendre le temps de voir ce que notre erreur a à nous dire, d'amener l'équipe à prendre le temps et de faire un pas de côté. D'ailleurs, Charles Pépin propose 2 vertus de l'échec/erreur. Le premier, ça va être la vertu de progression. Si par exemple, vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez n'était pas forcément au top, c'est-à-dire que vous avez livré une fonctionnalité et il y a eu des bugs, mais vous avez encore une marge de progression à faire, alors vous allez bifurquer, vous allez continuer dans ce sens-là, mais vous allez progresser. Par contre, si vous avez fait une erreur et vous allez complètement changer de solution, là, on va parler de bifurcation, donc on va vraiment arrêter de continuer à faire ce qu'on fait et changer complètement de solution. Le vrai point sur lequel il faut être attentif en rétrospective, ça va être de se poser la question de « Ah, ça n'a pas été mis à jour. Où est-ce qu'on est ?» En fait, de se poser la question de dans quel cas je suis avec mon équipe, avec moi-même. Est-ce que je vais persévérer sur ce que j'ai fait dans le passé ou plutôt je vais complètement changer de direction et on va choisir une autre solution. C'est là qu'en rentre toute la force d'ailleurs de la rétrospective et du sprint, puisqu'en fait, Scrum nous protège en fait de l'erreur, puisqu'on est dans un cadre qui est time-boxé. Et dans ce cadre, normalement, si vous faites du Scrum, pas trop safe, pas trop waterfall, il n'est pas trop long ce sprint et du coup vous pouvez expérimenter. Donc l'idée ça va être de vraiment répéter aux équipes qu'on est dans un cadre sécurisé, un sprint, et on peut faire des erreurs dans ce cadre. Ce qui appartient au cadre et au sprint appartient au sprint. Et maintenant on passe à autre chose, on essaie de trouver des solutions pour le sprint d'après. Donc ça va vraiment être la puissance du time box du sprint de revenir en fait sur cette importance-là. Par exemple, l'histoire de l'équipe qui n'atteint pas ses objectifs de sprint, qui n'a pas livré sa fonctionnalité et qui parce qu'elle n'avait pas la CI/CD, etc., où les US n'étaient pas forcément clairs. L'idée, c'est de se dire, ok, elles n'étaient pas claires sur ce sprint-là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, parfois, les équipes, elles ont tendance à aller voir le PO en lui disant « tes US, elles sont pas claires ». Ok, mais le PO, c'est peut-être pas que de sa faute, il faut voir le problème d'une manière un peu générale, mais ça, on va le voir après. Donc voilà, l'idée, ça va être en rétrospective d'essayer d'amener les personnes ou vous-même, en tant que participant à une rétro, à faire cet exercice de dissociation. Vous pouvez leur montrer ce schéma, vous pouvez leur expliquer, on était dans un sprint, le moi, le nous du sprint précédent ne sera plus le moi et le nous du sprint futur. Essayons de construire ensemble ce que ce sera et de prendre des actions pour justement passer à autre chose et s'améliorer. D'ailleurs, Adam Grant, dans le livre La pensée flexible, évoque le fait que si on ne regarde pas son passé et qu'on ne se rend pas compte qu'on était stupide il y a 1 an avec toutes les erreurs qu'on a faites, c'est qu'on n'a rien compris en fait. Mais tout ça, on vous parle de rétro, ça n'existerait pas, ça ne serait pas si important et si ancré si on ne parlait pas du cadre. Je ne sais pas s'il y a des fans de Star Trek dans la salle. Ok. Vous connaissez du coup la Prime Directive, qui est donc les règles de Star Trek.
Et en fait, Norman Kers a repris cette Prime Directive pour introduire et cadrer avec ses équipes les rétrospectives. En fait, c'est quelque chose qui peut paraître très anodin, mais au final, parfois on passe à côté du cadre, on oublie que les équipes, elles ont l'habitude d'avoir des rétrospectives, mais c'est bien de toujours reposer le cadre et de se dire que chacun a fait le meilleur travail qu'il a pu, compte tenu de ce qu'il savait à l'époque, de ses compétences, capacités et des ressources disponibles qu'il avait à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas en fait l'intégralité des informations et parfois il faut qu'on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé pour vraiment dire voilà, il ne faut pas pointer les gens du doigt, etc. En fait, ça, je peux juste revenir sur le slide d'avant, ça revient à poser le cadre de confiance et de sécurité qu'on vous montrait avant avec l'enfant. Ici, si avant de faire la rétrospective, vous mentionnez ça et que tout le monde est OK là-dessus, que chacun a fait de son mieux, la fameuse bienveillance dont on parle, en fait, on la manifeste, on la partage avec les autres et on dit OK, on considère que quel que soit le sprint, enfin l'état du sprint, quelles que soient les erreurs qu'on a fait, on considère que chacun a fait de son mieux. Maintenant, on est sorti de ce sprint-là et on va aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ce sprint. Donc, on se détache, nous, de ce nous-mêmes qui était pendant le sprint en train de le faire, dans ce contexte très particulier. On se détache et on revient à côté pour se regarder travailler. Un peu comme si on faisait un retour vers le futur et qu'on se voyait en train de faire les choses. Donc ça nous permet de faire une analyse en se détachant de soi-même. Du coup, on voulait partager avec eux des techniques. Exactement. Celles-ci en font partie. Mais toi, tu voulais parler de l'approche narrative aujourd'hui. Tout à fait. Donc ça fait appel au langage que nous utilisons. Et moi, je voulais faire une aparté. Je sais qu'on a échangé, répété, mais il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Tu as utilisé le mot waterfall. Oui. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui a mis son chapeau là. Donc il faut faire attention. Parce que là... Donc, en fait... comment est-ce qu'en fait, on vous a dit qu'il fallait se détacher, on vous a dit qu'il fallait prendre ses distances par rapport à l'erreur qu'on a fait. En fait, une des manières, c'est de comment est-ce qu'on formule les choses. Et l'approche narrative, en fait, nous dit qu'il y a la personne c'est la personne, l'erreur c'est l'erreur, et la personne n'est pas l'erreur. D'accord ? Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on peut, vous entendez des phrases dans les rétrospectives, dans les discussions, comment est-ce qu'on peut les reformuler à ce qu'on arrive à séparer l'erreur de la personne qui l'a commise. Et en fait, l'avantage là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a séparé l'erreur, c'est l'erreur qu'on va chercher à traiter et à ce qu'elle ne se reproduise plus, plutôt que de dire à la personne « ne refais plus ça ». Donc ça, on est en train de lui proposer une injonction, ne fais plus ça, alors que lui-même ne se rend peut-être pas compte de l'erreur qu'il a commise, ou ne la cerne pas entièrement. Donc je vous donne un exemple, c'est « je n'ai pas eu le donné à temps pour finir cette US ». Ok ? Et moi, si je devais le reformuler, moi je dirais que c'est la non-disponibilité des données qui a retardé cette US. Maintenant, la non-disponibilité, si je dis ça comme ça veut dire qu'on ira aller questionner le process qui rend les données disponibles pour cette US à un moment donné. Hop. Je gère. Et donc... si j'appuie sur répondre, ça donne quoi ? Non, tu appuies. En fait, on vous a pas dit. Il conf. Et donc, du coup, un autre exemple, c'est que je ne comprends rien aux demandes des métiers. À qui c'est déjà arrivé ? Qu'un dev qui dit, voilà, au moins 2. Et donc, en fait, là, si on devait le reformuler, c'est les demandes métiers ne sont pas clairement exprimées dans les US. Maintenant, j'ai enlevé le « je ne comprends rien ». En réalité, c'est la manière dont elles ont été exprimées dans les US qu'il faut revoir. Et peut-être à retravailler avec le métier. Et peut-être que l'atelier de compréhension qu'on avait fait avec le métier n'est pas bon. Vous voyez, donc là, j'ai réussi à séparer la personne de l'erreur et j'ai inclus la personne dans la résolution du problème plutôt que de lui dire « oui, mais en fait, tu n'as pas bien lu l'US » ou « il fallait que tu poses la question au bon moment, tu attends la fin du sprint pour dire ça, etc. » On vous a mis aussi un exemple, il y a des coachs agiles certainement dans la salle, j'en ai vu quelques-uns. J'ai animé un atelier sans réel résultat. Ok ? Du coup, si je devais le reformuler, c'est peut-être l'objectif de l'atelier n'était pas clairement défini. Ça pourrait être une des causes si on allait regarder pourquoi est-ce que l'atelier n'a rien produit. Peut-être qu'on n'a pas clairement
exprimé, on ne s'est pas mis d'accord avec les participants de l'atelier, quel était l'attendu de cet atelier. Donc ça me permet, moi, de me mettre de côté et analyser l'erreur. Et de la même manière, pour le PO, je n'arrive pas à dire non. OK? Donc, peut-être que les critères de priorisation ne sont pas partagés ou pas comprises par le métier. Donc, ça peut être une des manières de reformuler et enlever la personne de l'équation et voir comment est-ce qu'on peut traiter le problème plutôt que de traiter le problème avec la personne ou à travers la personne. Et de ne pas pointer les gens du doigt. Absolument. Cependant, moi, je voulais vous proposer aussi une méthode que vous devez sûrement connaître. Alors, je vais switcher, ça va être plutôt celle-là. Ça va être la CNV, la communication non violente. Et justement, ça va être le retour à soi. Donc là, l'idée, c'est de évangéliser les équipes ou vous-même à ces techniques-là. Je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez le framework de la CNV qui est OSBD. Ça vous parle ? Une, deux, okay. Trois, bien. Donc OSBD, ça veut dire observation, sentiment, besoin, demande. Et donc là, l'idée, ça va être justement de faire en sorte que l'équipe ou les personnes prennent de la distance et elles reviennent à elles-mêmes pour parler sur du factuel et éviter qu'on parte en conflit ou en guerre civile en rétrospective. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc j'observe que durant les sprints, par exemple, on parle du PO, tu fais des US qui ne ressemblent à rien. Je me sens... ou alors, non, plutôt, j'observe durant les sprints que tu me donnes des US qui ne sont pas clairs. On va dire, c'est plus joli. Je me sens frustrée, car j'aurais besoin de ne pas faire que du code, mais aussi comprendre ce qu'il y a dans les US et le fonctionnel. Et la demande, ça va être, pourrais-tu me partager tes US avant qu'on les mette dans le sprint pour qu'on puisse les faire ensemble. Ça, ce serait l'idéal. Donc voilà, l'idée, ça va être en fait d'une personne, d'aider en fait l'équipe, de la sensibiliser à ce type de, ce qu'on appelle des feedbacks en fait, tout simplement, de la culture du feedback, à faire des feedbacks entre elles pour que les erreurs qui sont passées puissent être abordées en rétro et être abordées de manière, on va dire, paisible. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de ramener à soi la parole et de faire en sorte de partager en fait ses sentiments et de formuler une demande claire. Donc le partage à soi, l'observation, ça peut très bien être quand vous faites de la divergence pendant la rétro où vous demandez à l'équipe de partager ce qu'elle a pu observer durant le sprint. Et ensuite la demande, ce sera plutôt les actions ou la discussion qui en viendra après. On a aussi autour de l'erreur, d'ailleurs on parle beaucoup d'erreurs dans cette conf, il y a un vrai sujet sur le wording, en fait, les mots qui ont un impact en fait, sur les personnes. Et aujourd'hui, on voulait aussi vous proposer d'essayer de démystifier justement tout ce qui est autour de l'erreur en essayant de changer un peu votre façon de parler aux équipes ou vous-même. Et d'ailleurs, plutôt que de dire réussite ou erreur, parler d'ajustement ou d'essai. Par exemple, dans un sprint, on n'a pas fait des erreurs ou des échecs, on a essayé des choses. Maintenant, on va essayer d'ajuster par rapport à ce qu'on a fait dans ce timebox. Plutôt que de dire droit à l'erreur, dire droit à l'essai. On essaye des choses. On est dans un cadre Scrum, on a un cadre sécurisé, petit, suffisamment petit pour que si on se plante, ce soit pas trop grave. Donc, laissons-nous le droit à l'essai et voilà. Et au lieu de dire on a raté notre sprint, c'est un échec, ok, on a un décalage avec l'objectif, maintenant comment est-ce qu'on pourrait le réduire ou l'atténuer pour faire en sorte que la prochaine fois on ait moins de décalage, comme on l'a vu tout à l'heure à l'écart prévu réalisé. Tu voulais ajouter quelque chose ? Par rapport à ce que tu disais là, essai ajustement, il y a parmi les 12 principes, celle qui renvoie justement à la notion de rétrospective. L'équipe se réunit régulièrement pour, alors je crois que c'est... Inspection. Voilà, inspection. Oui, mais je sais dans les 12 principes aussi, 12 principes. Et donc en fait, l'équipe se réunit régulièrement pour voir ses erreurs, je n'ai pas le texte exact, et en fait, ajuster son comportement en fonction de ça. Le mot ajuster apparaît aussi dans ce principe-là. Mais il y a quand même le mot erreur, je crois.
Il y a le mot. Ouais. Ok, next. Un autre outil... Oui, tu voulais rajouter quelque chose sur OSBD? Non, c'est bon. Je voulais vous partager aujourd'hui, c'est Radical Candor. Est-ce que vous connaissez Radical Candor? Ok. Donc Radical Candor, c'est Kim Scott, une cadre dirigeante qui a travaillé chez Google et plein d'autres grandes entreprises, qui a écrit un livre dont l'objectif c'est de montrer que c'est pas parce qu'on fait des feedbacks et qu'on challenge directement les gens, ouais ça marche, qu'on challenge directement les gens, qu'on n'est pas bienveillant et qu'on ne fait pas attention à eux. Donc l'idée, ça va être justement de se positionner dans cette matrice et de faire attention aux gens tout en les challengeant directement. C'est ce qu'on appelle la sincérité bienveillante en fait. En fait, c'est la traduction de Radical Candor. Et une autre phrase que vous connaissez peut-être, qui démontre que l'idée en fait, qu'on essaye aussi de vous montrer aujourd'hui, c'est voilà, de traiter les problèmes et les erreurs différemment des personnes, parce que il faut être doux avec les gens, mais par contre il faut être dur avec les problèmes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'inculquer à vos équipes en leur montrant justement l'exemple. Donc voici ici des exemples de choses qui peuvent être faites. Par exemple, montrer l'exemple en partageant sur soi, écouter pour comprendre plutôt que répondre en fait, mais vraiment voilà, être dans l'écoute active et essayer de comprendre ce que les autres disent plutôt que de vouloir répondre absolument. Essayer de se placer, faire un pas de côté et comprendre pourquoi les personnes ont agi comme ça dans le sprint précédent. Par exemple, le PO, s'il a des US qui ne sont pas clairs, c'est peut-être pas de la mauvaise volonté. Peut-être qu'il a lui aussi ses problématiques de PO et les devs n'en ont pas conscience. L'idée, c'est aussi de demander du feedback et de le prendre en compte. C'est pas juste le demander. Ok, on dit souvent que le feedback, on prend ou on garde, enfin, ou on laisse. Mais si on veut aussi montrer l'exemple, c'est de le demander et le prendre en compte. Donner des feedbacks, des critiques et encourager les feedbacks dans l'équipe. Donc tout ça, c'est des outils que vous pouvez montrer à vos équipes. Il y a des ateliers qui sont dans le livre en fait, que Kim Scott a fait sur Radical Candor, où vous pouvez justement amener une équipe à se donner du feedback de manière bienveillante. Un dernier outil qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était la systémie. Est-ce que ça parle à tout le monde, la systémie? Ok. L'idée, ça va être de faire prendre un pas de côté à soi ou à l'équipe pour qu'elle regarde le problème, l'erreur qui s'est passée différemment. Je ne sais pas quel rôle vous avez tous dans la salle, mais cet exercice-là, ça peut être quelque chose que vous montrez en fait à l'équipe quand elle expose un problème de manière un peu virulente. Et que là, par exemple, elle dit oui, on est en échec, on n'a pas atteint nos objectifs. Du coup, par défaut, elle va être démotivée. Et qui dit une équipe démotivée dit qu'elle va encore moins atteindre ses objectifs. Donc là, on va faire une première boucle. En fait, plus d'équipes qui n'ont pas atteint ses objectifs, plus d'équipes démotivées qui fait plus d'équipes qui n'atteignent pas ses objectifs. Donc la systémie, c'est observer en fait quelles actions vont venir en fait amener d'autres actions dans le système. On ne va pas regarder juste le problème, mais on va essayer de regarder le problème de manière systémique, donc plus grande. Et si l'équipe aujourd'hui elle n'atteint pas son objectif, c'est peut-être parce que le PO, le PO lui du coup, il doit justifier son retard, et du coup ce qui fait que il rédige les US dans la précipitation, ce qui fait que les devs ils comprennent encore moins les US, ils mettent du temps à développer, et ce qui fait que l'équipe elle atteint encore moins ses objectifs. Donc là voilà, vous avez une première boucle systémique en fait de cause à effet. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser, vous, déjà, pour observer un petit peu les erreurs qui se passent dans les essais qui se passent dans vos équipes, ou même, en fait, les matérialiser avec vos équipes en leur disant, OK, c'est quoi aujourd'hui la situation? Quelle est la cause et quel est l'effet? Mais on n'a pas qu'une boucle, en fait, on en a même plusieurs, parce que l'équipe, si elle est démotivée, ça peut aussi engendrer plein d'autres choses. Le dev qui va se replier sur lui-même, le Scrum Master, le PO qui se replie sur lui-même. Et après, ça peut aussi avoir une incidence sur le fait que les membres ne se parlent plus et les US ne sont pas comprises. Voilà. En fait, on va avoir un système qui va s'auto-alimenter. Et l'idée, ça va être de poser ça avec l'équipe
leur faire jouer en fait, leur dire voilà, qu'est-ce qui se passe quand un tel fait ça, ou telle personne, ou telle partie prenante fait ça, ou quand on fait ça en tant qu'équipe, et derrière d'aller regarder les routes causes et de dire ah ok, donc peut-être qu'en fait, nous on pensait que le PO, il voulait juste pas collaborer avec nous, du coup on se replie sur nous-mêmes, mais c'est juste parce qu'il doit justifier son retard, il rédige les US dans la précipitation, et qu'en plus il y a peut-être une boucle qu'on n'a pas matérialisée ici, c'est que le PO il est junior et il sait pas dire non, comme l'a dit Navid tout à l'heure. Donc voilà, l'idée ça va être de matérialiser un peu la route cause des erreurs, des choses qui se passent, et de faire prendre du recul aux équipes pour qu'elles puissent en parler plus librement. Ok, donc jusque-là, on vous a parlé de notre rapport à l'erreur, de cette notion de confiance. Et je vous avais laissé avec une question, c'est pourquoi est-ce que Andrew a eu droit à un torrent d'applaudissements, a eu droit à un standing ovation, alors qu'il venait de dire je me suis complètement planté. Et je reviens un peu en arrière sur cette conférence pour vous donner un peu plus de détails. Donc lorsqu'il dit je me suis planté et que la planète n'existe plus, il ne dit pas que ça. En fait, il explique que lorsque mon équipe, on était en train de faire tous les calculs, parce que les planètes, en fait, lointaines ne se voient pas comme ça, même à télescope, ça se calcule. Et donc, quand on a fait des calculs, on avait tellement de choses à voir de tous les côtés qu'on a oublié quelque chose d'extrêmement basique, fondamental, et qui a été à l'origine de l'erreur, c'est que nous avons oublié que l'orbite terrestre autour du Soleil n'était pas circulaire, mais elle était un peu ovale, voilà. Et donc du coup, ça induit l'erreur, et donc du coup, la planète n'existe plus. En fait, ce qu'il est en train de leur dire aussi, c'est que quand il dit il y a plein d'informations et vous savez très bien, etc., il est en train de créer cette cadre de confiance parce que ce sont des astrophysiciens, ce sont ses confrères et ils savent tout le charge de travail qu'il y a à faire. Et donc, comme il le dit avec toute transparence, voilà où je me suis planté et je vous dis je me suis planté et je ne vous laisse pas dans le noir et apprenez de ce que je viens de faire là et ne vous trompez pas sur des choses aussi basiques. Et en étant aussi transparent, en ayant fait cette auto-inspection, en fait, il crée cette cadre de sécurité pour lui-même. Et finalement, tout le monde s'élève pour l'applaudir, à la fois pour l'effort qu'il a fait, à la fois pour l'encourager et pour le remercier de ne pas les avoir laissés dans le brouhaha. Parce que de toute façon, ils auraient fini par le découvrir, lui ou d'autres équipes, que finalement, la planète n'existe pas. Donc, il a été complètement transparent. Et ça, à partir du moment où on arrive à créer un cadre de confiance pareil dans l'équipe, où les gens se sentent en sécurité, ils vont pouvoir venir vous dire « Oui, écoute, je me suis planté là », et ils vont même vous dire « Pourquoi je me suis planté ? Qu'est-ce qui a fait la petite chose qui a fait que moi, je ne suis pas allé à droite et je suis allé à gauche, et donc voilà ce que j'aurais dû faire ». C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des rétros qui sont plus constructifs, où vraiment les problèmes de fond, et peut-être qu'il n'y a pas 10 actions qui vont sortir de votre rétrospective, il y en aura peut-être qu'une ou deux, mais une fois qu'on les aura taclées dans le prochain sprint, on aura vraiment fait un pas en avant. Je te laisse. Oui. Donc sur le résumé, en fait, la première chose, on vous parle depuis tout à l'heure de la dissociation. Vraiment faire le pas de côté et venir regarder comment s'est passé les choses, c'est-à-dire l'équipe ou moi qui avons participé au sprint, maintenant on va venir s'auto-observer et regarder qu'est-ce qu'on a fait sur cette période-là. Une fois qu'on est dans cet état de dissociation et que l'erreur est séparée, elle est là, on peut venir discuter avec l'erreur, on peut venir échanger avec son erreur, l'analyser et donc du coup essayer de trouver une solution. Ok, mais il manque pas quelque chose, Navid, dans tout ça ? Il y a une question qui reste ? Bah ouais, je crois bien, non ? Alors, la question, ce serait quoi ? Ce serait une fois qu'on a dit, voilà, il y a l'erreur, elle est là, et on a des solutions en place. Très bien, il faut mettre ça, vous avez tous sorti avec des plans d'action. Le problème des plans d'action, c'est qu'il y a beaucoup de plans et peu d'actions. Il y a 3-4 qui suivent au fond là. Donc voilà, il y a peu d'actions. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour que, en fait, même si on sort avec 3 éléments de plan d'action, comment est-ce qu'on fait pour que ce plan d'action, en fait, il se réalise, il se matérialise, soit dans le prochain sprint, soit sur la durée, parce que c'est pas nécessairement en 15 jours qu'on va corriger les choses. Et en fait, c'est la notion d'association. Mais association avec quoi ?
moi qui viens de sortir de ce sprint-là, j'ai une action à faire et je compte le réaliser pour dans 4 semaines. Je vais essayer de m'associer avec le moi futur. C'est un peu méta, là. Comment tu disais, on est avec des... Depuis tout à l'heure, tu utilisais l'expression, je vais rencontrer quelqu'un qui est un peu... J'ai oublié le mot. Pardon ? Taré, perché. Taré, voilà. Voilà. Donc voilà, hop. Donc il faut être un peu dans cet état d'esprit, c'est que je me vois, je me projette en train de corriger cette erreur-là ou corriger mon comportement-là et finalement de quoi j'ai besoin. Si j'arrive pas à faire mon US et j'avais dit qu'en fait c'était à cause des données que j'avais pas reçues, comment ça se fait que je les ai pas reçues et de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de voir une dépendance avec quelqu'un? À quel moment? Avec quelle personne? Donc je vais déjà commencer à me poser ces questions-là et me voir en train de résoudre de développer cet US ou résoudre ce problème, et ça va me permettre de faire la liste de toutes les choses dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à le faire correctement. Et donc, plus je vais réussir à faire cette association avec le moi futur qui est en train de faire ce travail-là, plus j'aurai la liste des questions auxquelles j'ai à répondre et plus j'aurai le chemin clairement tracé pour accomplir cette action-là. D'accord ? Ça vous est peut-être déjà arrivé que vous avez promis, oui, en fait, l'année prochaine, je participerai à cette conférence, je viendrai voir Anthony dans Agile Tour à Bordeaux, par exemple. Donc je lui promets, mais il reste encore 6 mois. Mais plus je me rapproche, maintenant il ne reste plus que 3 mois, et au bout de 2 mois, je me souviens que, mais oui, mais j'avais promis à Anthony d'y aller. Et à ce moment-là, je commence à un peu regarder mon agenda d'un peu plus près, et je me dis, mais oui, mais en fait, il faut que j'enlève, je ne sais pas moi, la journée des rétrospectives, parce que ça tombe le même jour que son Agile Tour, ou que je fasse autre chose. Donc je vais commencer à voir les problèmes, ou en tout cas les obstacles que j'ai à aller à Agile Tour, de manière de plus en plus claire. Et peut-être qu'une semaine avant, je vais me souvenir, mince, il faut que j'achète et j'enregistre mon billet de TGV ou d'avion. Et en fait, vraiment, au dernier moment, je vais peut-être me souvenir encore d'autres choses. Et ce qui va faire qu'en fait, plus je vais m'approcher d'Agile Tour, si je n'ai pas prévu les choses suffisamment en avance, plus il y a des chances que je me désiste au dernier moment où je ne puisse pas arriver en temps et en heure. Et en fait, c'est cette avance-là qu'on vous invite à prendre. C'est que si je l'ai en tête 6 mois en avance, je sais que je dois aller, je vais planifier mon agenda en fonction de cette échéance qui est en train d'arriver. Ramener ça à une rétrospective de sprint ou ramener ça à une rétrospective de PI planning, à une échéance un peu plus longue, vous commencez à anticiper les choses, vous commencez à vous associer à votre futur moi pour pouvoir voir les différentes actions que vous avez à faire pour réaliser la chose. Ok ? Et on voulait vous proposer quelques méthodes aussi pour accompagner ou vous-même vous projeter un peu dans le futur et s'associer à la solution en fait, que vous allez avoir en rétrospective ou autre avec l'équipe. On va avoir Solution Focus, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est une méthode qui permet de questionner et d'amener l'équipe ou les personnes vers la solution désirée dans l'avenir. Par exemple, une question, ça peut être du style OK, si dans 6 mois, dans 6 mois, on a dit qu'on avait livré, non, on va peut-être pas dire 6 mois, dans un sprint, on a livré notre fonctionnalité. On est content s'il s'est passé quoi dans l'équipe. Voilà, on est content si quoi. À quoi est-ce qu'on le verra? Ça va obliger en fait les personnes à se projeter dans un futur et à poser des actions précises pour atteindre le futur désiré. Le modèle futurspective de rétro qui peut servir aussi, qui est très connu mais qui est quand même très efficace pour projeter amener l'équipe à se projeter dans l'avenir. Et une autre méthode qui est le Clean Language, qui va en fait plonger les personnes dans la métaphore et les aider à exprimer pareil, leur futur désiré. Donc, imaginons que dans un sprint, on a réussi à livrer notre fonctionnalité. OK, ça ressemblerait à quoi? Et là, on va essayer de creuser avec l'équipe à quoi ça ressemblerait et puis d'essayer de se projeter dans le futur. Donc, en résumé, se dissocier pour repérer l'erreur, trouver une solution, analyser donc et trouver une solution
à cette situation de crise ou des erreurs qu'on a trouvées. Et enfin, la troisième chose qu'on vous propose, c'est de mettre en plan d'action, mais vraiment en se projetant dans le futur et en réalisant tout ce qu'on a à faire pour pouvoir finalement réaliser cette plan d'action qu'on a mis en place. Donc, 3 étapes pour pouvoir trouver la solution. Et la dernière chose qu'on voulait vous montrer et sur lequel repose tout cet exercice, et notamment le fait d'arriver à trouver l'erreur et l'identifier, c'est vraiment la confiance dans l'équipe et la sécurité psychologique. S'il n'y a pas ça, le reste ne fonctionne pas. On n'en dira pas plus, car il y a une super conf à 16h30 animée par Benoît. Donc n'hésitez pas à aller dans cette même salle, je crois d'ailleurs. Oui, dans la même salle, oui. Il va vous donner il va même mettre la salle en mouvement. Voilà, je n'en dis pas plus. Pas le laser vers moi, voilà. Merci beaucoup. 5 minutes, merci à tous.